On va commencer, donc vous pouvez tous prendre une petite chaise et vous asseoir pour commencer cette journée marathon et cette journée très très chaude. Par une question majeure pour l'avenir de notre industrie, celle de sa compétitivité dans un contexte de décarbonation des procédés qui n'est plus une option, dans un contexte de réindustrialisation du pays, du continent européen et de l'urgence aussi d'un retour à une forme de souveraineté dans un certain nombre de secteurs industriels, dans un contexte aussi où la balance commerciale hors énergie est toujours extrêmement dégradée. Donc je remercie vivement nos 5 participants d'être là par cette heure matinale. Et avant de lancer le débat, je donne tout de suite la parole à Lionel Fontanier du Cercle des économistes qui va cadrer le débat. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc je vais cadrer le débat comme un économiste, c'est-à-dire dire des choses assez générales, mais je vais le faire dans une perspective internationale qui est effectivement, ça a été rappelé, l'orientation générale de cette session ce matin. Donc on parle beaucoup de décarbonation à Aix, mais là on parle de la stratégie de décarbonation dans le contexte d'une industrie compétitive. Alors pour partir d'assez loin, le climat, c'est ce que les économistes appellent un bien global, mais préserver le climat, ce que nous souhaitons tous, ça pose un problème d'action collective entre les pays. En réalité, chaque pays a intérêt à la décarbonation, à préserver le climat, mais aucun pays n'a intérêt à agir lui-même, tout d'abord parce que ses efforts sont dilués au niveau mondial, et puis celui qui fait le plus d'efforts, le pays qui va faire le plus d'efforts, va en fait voir probablement une partie des activités carbonées se déplacer vers des pays qui font moins d'efforts. Et par ailleurs, si un pays fait beaucoup d'efforts et si ce pays est suffisamment grand comme l'Europe, le fait que l'Europe consomme beaucoup moins d'énergie fossile devrait faire baisser le prix des énergies fossiles, et en faisant baisser le prix des énergies fossiles devrait inciter ceux qui font moins d'efforts à en consommer plus. Donc tout ça est assez désastreux et on a cherché à trouver des solutions au niveau international pour avancer. Et en réalité, il y a 3 types de solutions que je voudrais évoquer rapidement maintenant. La première, c'est la solution multilatérale. On est tous d'accord pour dire que le multilatéralisme, c'est beaucoup mieux que tout le reste. Et pour ceux qui viennent depuis très longtemps à Aix, tous les ans, peut-être pas cette année, on fait un couplet sur le multilatéralisme en disant qu'on va s'en sortir avec le multilatéralisme. En matière de climat, ça marche pas très bien parce qu'il y a eu des tentatives assez ambitieuses. Et au fond, ce sur quoi on est arrivé, c'est l'accord de Paris. Et l'accord de Paris, c'est déjà très bien. C'est un pas en avant, mais vous savez comment ça fonctionne. Chaque pays annonce de façon volontaire un niveau de décarbonation qu'il va atteindre à une certaine date, mais, et ça a été rappelé par le Nobel William Nordhaus, ces engagements sont non coordonnés, c'est-à-dire si vous faites la somme de ce que chacun a promis de faire, ça ne fait pas du tout le compte, l'addition n'est pas payée, et on ne sera pas du tout à 1,5 degré. Et non seulement ça ne suffit pas, mais en plus ces engagements sont non contraignants, c'est-à-dire si vous ne le faites pas, ce que vous avez dit que vous feriez, eh bien au fond ça n'est pas forcément très grave. Donc Paris n'est que, oui, le multilatéralisme n'est qu'une partie de la réponse. Alors si on ne veut pas aller vers le multilatéralisme, il faut aller vers le plurilatéralisme. Et ça, l'idée est très simple. Il s'agit, a priori, il s'agit de faire un club de pays qui va partager la même ambition climatique et qui va arriver à atteindre ses objectifs ambitieux avec des moyens différents. Et le seul problème à ce moment-là, et ça c'est un problème que les économistes savent traiter, c'est de trouver une métrique commune des efforts. Est-ce qu'on peut ramener en milliards de dollars dépensés les efforts de ceux qui passent par les instruments de marché, c'est-à-dire par les prix, les efforts de ceux qui passent par les subventions, les efforts de ceux qui passent par les réductions d'impôts et les efforts de ceux qui passent par les réglementations. Les économistes savent donner un prix qu'on appelle un prix implicite, un prix ombre à tout ça, et donc on peut comparer les efforts de chacun. Le problème, c'est que si un certain club comme ça se créait, et des propositions en ce sens ont été faites par les États-Unis pour l'acier, pour un club de l'acier, qui ont été soigneusement mises sous la pile par la Commission européenne qui n'a pas voulu en entendre parler, eh bien, si jamais on faisait ça, il faudrait se protéger aux frontières du club pour éviter le problème de fuite de carbone que j'évoquais tout à l'heure. Et alors, théoriquement, c'est possible. En pratique, la géopolitique d'un tel accord est vraiment très compliquée, vraiment très conflictuelle. Et on voit bien qu'on va avoir des soucis tout de suite avec nos amis australiens, avec nos amis indiens, avec nos amis chinois, etc. Donc ça n'est pas vraiment une solution, l'action
plurilatérale. Et donc, il reste l'action unilatérale. Et donc, l'action unilatérale, c'est finalement ce qu'a décidé l'Union européenne avec son pacte vert, ce qu'on appelle le Fit for 55 dans le jargon. Et puis, c'est ce qu'ont décidé les États-Unis, et ça a été très médiatisé, à juste titre, avec la partie environnementale de l'IRA, de l'Inflation Reduction Act, donc, qui vise à atteindre le même objectif que les Européens, décarboner, avec des moyens dont on va parler qui sont très, 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 très différents. Alors, l'avantage de l'action unilatérale, c'est que ça permet des engagements effectifs des pays, c'est-à-dire on va vraiment le faire, on va vraiment avancer, on va vraiment décarboner. Mais le problème, c'est que si certains le font avec plutôt des instruments de marché, pas que, mais plutôt des instruments de marché, c'est-à-dire des prix, le signal prix, comme les Européens, alors que d'autres le font plutôt avec des subventions et des réductions d'impôts comme nos amis américains, eh bien ça va poser un problème de distorsion, de concurrence. Et il va falloir quand même se protéger de ces fuites de carbone. Donc les Européens le font avec un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui n'est pas parfait, mais qui a cet objectif. Et les Américains le font avec des clauses spécifiques qui sont dans les dispositifs associés à l'IRA, qui imposent de fabriquer une partie de la voiture aux États-Unis, une partie des batteries aux États-Unis, etc., etc. Donc ce qu'on appelle des clauses d'intégration locale qui imposent qu'une certaine partie de la valeur ajoutée des produits soit réalisée aux États-Unis pour éviter ces fuites, justement. Donc comment éviter une course aux subventions dans ces conditions? Comment concilier ces sommes d'actions unilatérales qui sont tout à fait nécessaires avec la préservation de ce que les économistes appellent le level playing field, c'est-à-dire un espace de concurrence qui fonctionne à peu près au niveau international? Écoutez, c'est le thème sur lequel nos intervenants ce matin vont nous éclairer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lionel. Donc justement, nos cinq intervenants, je vais vous les présenter. Bonjour Guillaume Faury, donc vous êtes le président directeur général d'Airbus. Maciej Witucki, vous êtes le président du Polish Confederation Leviathan, c'est le MEDEF polonais. Voilà. Xavier Pieczazik, vous êtes le président directoire de RTE. Sylvie Géano, vous êtes la présidente directrice générale de Dalkia. Et Goldie Ayer, vous êtes président et chef de la direction du Business Council of Canada. Merci à tous les cinq d'être ici. Et donc, on va commencer par un rapide cadrage. Xavier Pieczazik, vous avez dit, la décarbonation, c'est d'abord, faut déjà recadrer les choses, redonner les chiffres, le poids des émissions de carbone de l'industrie. Et vous dites finalement, décarboner l'industrie, c'est un gros levier qui est peut-être plus facile à actionner que la décarbonation des comportements des ménages. Oui, merci. Bonjour à tous. Quelques ordres de grandeur. Je vais parler de la France. C'est plus simple. La France émet 450 millions de tonnes de CO2 par an, environ. L'industrie manufacturière et la construction, sur ces 450, c'est 80 millions de tonnes environ. Donc ça fait à peu près 20%. Et pour vous donner une idée de ce type d'émission, rien qu'à Dunkerque, au nord de la France, et à Fos-sur-Mer, dans le sud de la France, ces deux sites industriels émettent à eux deux 20 millions de tonnes. Donc vous voyez que les émissions industrielles, non seulement dans la part d'émissions France, c'est important, mais en plus c'est très concentré et donc ça va concerner un petit nombre d'acteurs. Et de ce point de vue, c'est un levier qui est activable peut-être moins difficilement que la décarbonation fine de la vie quotidienne, de nos usages, des ménages, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur le Fit for 55. C'est un barbarisme, hein. Donc c'est l'Union qui s'est engagée à réduire ses émissions de 55% par rapport à 1990. En France, par exemple, on n'est qu'à mi-chemin. On est supposé avoir commencé en 1990. On n'est qu'à mi-chemin et donc le jalon c'est 2030. Donc il nous reste 7 ans. Donc il y a le feu. Et de ce point de vue, quand on cherche des gros leviers de réduction d'émissions, je reviens donc à mon point 1, c'est que c'est vrai que l'industrie et ses gros spots d'émissions, par exemple un Dunkerque et un Fos, peuvent être un bon levier. Alors c'est pas simple et ça va poser des problèmes d'investissement, de compétitivité internationale.
On va en parler tout à l'heure. Alors, justement, les questions de compétitivité. Guillaume Faury, dans l'aérien, en fait, vous me dites finalement la décarbonation, c'est plus un sujet de ce que les experts appellent le scope 3, c'est-à-dire finalement l'utilisation, c'est quand les avions volent, et donc ça renvoie à la question de la décarbonation du kérosène, que la décarbonation de la construction elle-même des avions. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là ? Oui, bonjour à toutes et à tous. L'aviation, c'est 2,5% à peu près des émissions de carbone mondiales, donc 50 gigatonnes, c'est à peu près un peu plus d'1 gigatonne. D'où viennent ces émissions ? Si je prends l'exemple d'Airbus, qui fait à peu près la moitié des avions commerciaux dans le monde, eh bien, ce qu'on appelle notre scope 1, scope 2, c'est-à-dire les émissions de l'entreprise au niveau mondial, c'est 1 million de tonnes. En revanche, les émissions scope 3, c'est-à-dire les émissions de la flotte d'avions d'Airbus sur un an, c'est ordre de grandeur 500 millions de tonnes. Alors ça baisse avec le temps, mais c'est à peu près 500 millions de tonnes. Donc effectivement, notre enjeu, c'est vraiment la décarbonation de l'usage des avions, beaucoup plus que celui des usines qui les produisent, même si 1 million de tonnes, c'est important et il faut effectivement s'en occuper, et on s'en occupe. Alors là, on tombe sur un sujet qui est vraiment lié à l'introduction qui a été faite par Lionel, c'est pour le faire efficacement et le faire vite, il faut que la décarbonation soit un facteur de compétitivité. Et dans certains cas, on a cet alignement compétitivité et décarbonation, et dans d'autres cas, on ne l'a pas. Alors pour aller rapidement, aujourd'hui, on a 25% de la flotte mondiale des avions qui sont des avions de dernière génération. C'est-à-dire que 3/4 sont des vieux avions, des générations précédentes. Quand on remplace un vieil avion par un nouvel avion, on réduit de 20 à 40% les émissions de carbone pour les mêmes missions. Donc c'est considérable et on a alignement entre compétitivité et décarbonation. C'est aussi pour ça qu'on voit l'énorme demande pour des avions de nouvelle génération, et vous avez sûrement suivi ce qui s'est passé au Bourget. On sort du Covid et pourtant il y a des commandes très très importantes. C'est pour cette raison. Le deuxième cas où on a alignement, c'est quand on veut investir aujourd'hui pour concevoir les avions de demain qui vont continuer à baisser la consommation et donc baisser les émissions de carbone. Et là, on investit aujourd'hui pour une génération d'avions qui va rentrer en service entre 2035 et 2040 et qui va à nouveau réduire de 20 à 25% la consommation de carburant, donc les émissions de carbone. Et là, on a à nouveau alignement entre compétitivité et décarbonation. Là où on n'a pas alignement entre compétitivité et décarbonation, c'est sur le dernier volet, qui est celui de l'utilisation des carburants. Aujourd'hui, les carburants décarbonés sont plus chers, voire beaucoup, beaucoup plus chers que les carburants fossiles. Et donc on retombe dans le cas qui a été très bien expliqué par Lionel, qui est que celui qui est en avance par rapport aux autres, qui consomme plus, qui achète plus et consomme plus de carburants décarbonés, a un facteur de perte de compétitivité. Et donc ce n'est pas du tout quelque chose qui encourage l'industrie à avancer. Alors comment on s'en sort ? Il faut soit contraindre, soit réaligner les deux. Réaligner les deux, c'est ce que font les États-Unis. Avec IRA, il y a des subventions très très fortes sur les carburants décarbonés. Et donc les carburants décarbonés deviennent tout d'un coup à peu près compétitifs. Et on voit des investissements massifs partir et des entreprises s'engager sur de l'off-take, c'est-à-dire de l'engagement d'utilisation des carburants décarbonés. Ça marche très très bien, mais c'est une politique publique qui coûte cher. Elle coûte cher, mais elle crée un facteur de compétitivité des États-Unis par rapport au reste du monde. Ce n'est pas du tout du multilatéralisme. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de réactions sur ce sujet. Une autre façon de faire les choses, c'est effectivement de créer ce qu'on appelle un level playing field, un terrain de jeu homogène pour tout le monde, en contraignant. Et là, on oblige tout le monde à accepter l'idée que c'est moins compétitif, mais c'est moins compétitif de la même façon pour tout le monde, donc tout le monde y va. Ça, dans une économie qui est multilocale, on peut le faire intelligemment. Dans une économie qui est globale comme l'aviation, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les plaques sont en compétition les unes avec les autres, et celui qui choisit d'accepter de se rendre moins compétitif pour avoir un terrain de jeu homogène, mais qu'on n'a pas la même chose dans le reste du monde, lui, il est pénalisé. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on a beaucoup de difficultés à avancer sur le sujet des carburants. Alors l'aviation a fini par trouver l'année dernière un accord au niveau mondial pour aller vers 2050 une décarbonation complète de l'aviation, avec plusieurs mécanismes, dont un qui s'appelle CORSIA, qui est un mécanisme d'offset sur le carbone, mais il est relativement lent et peu efficace au début. C'est pour ça qu'un certain nombre de régions, dont l'Europe, ont décidé d'aller beaucoup plus vite
et d'être beaucoup plus exigeant pour accélérer. Parce qu'effectivement, tout est une question de vitesse. Mais du coup, accepte d'être moins compétitive par rapport au reste du monde dans ce domaine-là. Voilà, donc on voit qu'on a un vrai sujet qui rejoint en fait celui de l'énergie, parce que c'est une transition, là, le dernier point dont je parlais tout à l'heure, c'est une transition qui est liée au coût de l'énergie, à l'accès à de l'énergie décarbonée pas chère, et on retombe vraiment sur le problème de la transition de la société humaine dans ces énergies. Et puis il y a un dernier paquet que j'aborderai pas, ou que j'aborde très rapidement, qui est celui de l'utilisation en vol des avions. Aujourd'hui, les avions, ils volent de façon longue, c'est pas direct, il y a des temps d'attente, on peut réduire de 10% en améliorant la performance du système de transport aérien. Ça nécessite aussi beaucoup d'accords entre les pays. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à avancer à la vitesse où on aimerait avancer. Tout est une question de vitesse. Dans les facteurs où il y a alignement, on s'en occupe par nous-mêmes. Dans les facteurs où il n'y a pas alignement, on a besoin de politique publique et donc on a besoin d'accords des pays entre eux. C'est là où on a le plus de difficultés parce qu'ils ont des intérêts communs et aussi des intérêts compétitifs entre eux. Et c'est ce jeu qu'on voit en permanence se jouer devant nous. Massiej Vituki, vous êtes un peu le représentant, je vous titille un peu, du camp des pas gentils, du camp des pays du charbon, avec un gouvernement qui se dit pour des raisons de souveraineté, puis finalement de coût du pas cher, on va réouvrir des mines. Et vous nous dites, c'est notre modèle économique qui est en jeu, et forcément les entreprises que vous représentez ne sont pas forcément alignées avec votre exécutif. Oui, en Pologne, nous avons des siècles de tradition de la dichotomie entre ceux qui nous gouvernent et ceux qui vivent dans le pays. Donc, il n'y a pas qu'en Pologne. Trop du fait que le gouvernement fait la première réunion des élections qui approchent dans une mine de lignite. Là, franchement, ça ne concerne pas les entreprises. Mais sérieusement, nous sommes effectivement en première ligne parce que nous sommes très intéressés. Nous, je parle de l'industrie polonaise. La Pologne s'est réindustrialisée dans les 30 dernières années massivement. La Pologne aujourd'hui est un peu la banlieue de l'industrie allemande. Et on en est fiers. Mais tout cela commence, mais on sent le premier signe. L'usine d'Intel, celle qui va cuire les microprocesseurs, elle va être à Magdebourg. Mais c'est parce que les Allemands ont donné 10 milliards d'euros, mais aussi parce qu'à Magdebourg, il y a de l'énergie verte qu'on n'a pas en Pologne. L'usine des voitures Tesla, elle se trouve à côté de Berlin. Oui. Elle se trouve à côté de Berlin parce qu'elle veut faire attirer des ouvriers polonais, mais elle veut avoir de l'électricité verte germanique. Donc la couche industrielle polonaise, elle est complètement consciente, elle est complètement verte. Et d'ailleurs, elle est quelque part encore plus, je risquerais la théorie, plus verte que le centre d'Europe, de l'Union européenne, parce que nos produits dépendent vraiment de la compétition du futur. Ce petit gobelet-là, fabriqué en Norvège, il va être bleu parce qu'il est fabriqué avec de l'énergie hydraulique. Et fabriqué en Pologne, il va être noir. Donc les jeunes, ils vont boire une petite pastille au-dessous. Et ils ne vont pas vouloir acheter les gobelets avec la pastille noire fabriquée en Pologne. Donc ça, on en est conscient. Et on sait que ça va être un outil de la compétition non seulement globale, quand on a parlé dans le cadre d'Airbus, mais de la compétition européenne aussi. C'est normal. Les entreprises vont utiliser ces arguments. Et c'est normal d'ailleurs. Donc je pense que nous, la solution à tout cela en Pologne, quand je discute avec mes sociétés membres, c'est de plus en plus on parlait de diverses définition, donc une solution unitérale d'une entité fédérale forte, dans le sens où laissant la compétition à des entreprises, non pas à des pays. Parce que si on continue à faire de la compétition entre pays en Europe, on ne va jamais y arriver. On le voit très bien aujourd'hui avec l'éternelle discussion sur la couleur d'hydrogène, où les Français, les Allemands, je ne sais pas qui encore, ne veulent pas s'entendre ce que c'est l'hydrogène vert. Parce que chacun veut avoir que l'hydrogène de chez lui soit les Echter hydrogènes allemands ou les vrais hydrogènes français, la norme française ou la norme germanique. Je dirais, nous on le voit très bien, et en Pologne, je vous rappelle que malgré l'image de la bête noire, 94% des Polonais sont pro-européens. On a vu tellement de bénéfices du fait d'être dans l'Union européenne, et on voit tellement de potentiel d'y être et d'effets négatifs de quitter cette structure, qu'aujourd'hui, la pression chez nous, c'est plutôt fédéralisant ce qui peut être fédéralisé, donc l'énergie, la politique énergétique commune. Ça se fait d'ailleurs tout doucement avec les crises qui nous frappent dans les dernières années. On voit que ça progresse, la construction. Donc la concurrence, il faut qu'elle reste. Donc il ne faut surtout pas qu'on soit géré par un supra-État européen. On le sent un peu en Pologne. Là aujourd'hui, le gouvernement polonais, il aime bien le retour à des entreprises d'État. Donc il faut que la compétition soit les domaines des entreprises privées,
Mais par contre, que tout ce qui est la normalisation, tout ce qui est la politique, elle soit de plus en plus au niveau européen, parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir. Les rêves d'avoir l'économie, la stratégie, comment s'appelle ça, la chose de Thierry Breton, l'autonomie stratégique française, elle n'existe pas. Européenne, elle existe à peine. L'autonomie stratégique européenne, elle existe à condition qu'on englobe encore l'Ukraine, parce que là-bas, il y a des ressources, y compris les ressources humaines. On ne va même pas y arriver avec notre club à nous. Donc il faut l'élargir pour qu'il soit viable. Donc vraiment, plutôt les politiques commencent à avoir un peu de courage, à parler de nouveau de solutions fédérales, dans le sens solutions économiques communes, et plus ils laissent d'espace à des entreprises pour qu'elles fassent de la bonne vieille concurrence capitalistique, avec de l'aide des structures centrales, plutôt mieux on va s'en sortir de ce challenge. Et pour terminer avec les challenges, juste pour donner la décarbonisation de la Pologne, pour qu'on soit avec la cible de Fit for 55, ça coûtera plus cher que l'IRA américain. Il faut plus d'argent que l'IRA américain, à peu près 400 milliards d'euros. Donc les challenges sont quand même importants. Et on le sait que si on ne le fait pas, les CBM, les taxes carbone, elles vont peut-être être à la frontière polono-germanique. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas que la taxe carbone se trouve sur la rivière d'Oder, parce que là, ça va tuer le succès de mon pays dans les 30 dernières années. Sylvie Géano, vous m'avez dit, ça passe aussi par des solutions techniques. Et les solutions techniques, aujourd'hui, elles existent. Il faut aller plus vite, plus fort. Oui, merci Béatrice. Bonjour à tous. Peut-être juste un petit aparté sur ce qu'est Dalkia. Dalkia, c'est la filiale des services énergétiques du groupe EDF. Effectivement, on porte des solutions. On est un grand spécialiste de la décarbonation et de la transition énergétique des territoires, des villes, des industriels et des bâtiments à travers l'optimisation énergétique des sites et la production de chaleur, c'est-à-dire de chauffage, d'eau chaude et de vapeur industrielle bas carbone. Alors une fois que j'ai dit ça, oui, c'est vraiment, je voudrais vraiment rebondir ce qu'a dit Xavier, c'est urgent de décarboner l'industrie. En France, c'est 20% des émissions de CO2. Je voudrais juste, parce qu'il fait un petit peu chaud à Aix, alors je ne sais pas si on bat un record, mais le 4 juillet, cette semaine, on a battu un record, ça a été la journée la plus chaude sur la Terre. Donc l'accélération, il nous la faut. Il nous la faut, et quand on regarde ce qui se passe dans l'industrie, effectivement, il y a déjà plein de choses à faire. Premier sujet, et c'est aussi facteur, parce que c'est le sujet aussi cette table ronde de compétitivité, c'est évidemment les économies d'énergie. C'est comment on arrive à réduire encore les consommations dans l'industrie. Toutes les études montrent qu'il y a encore 15 à 20% à aller chercher, malgré les efforts de l'industrie. Petit aparté, quand on regarde ce qui se passe en France, là je parle de la France sur la baisse des émissions de CO2 de l'industrie, on a plutôt l'impression que ça a été un bon élève, puisque les émissions de CO2 de l'industrie ont beaucoup baissé de 17% à peu près en 20 ans, sauf qu'en fait, on a récompensé en émissions importées parce que la France s'est désindustrialisée. Donc on a aussi un intérêt à réindustrialiser, un petit clin d'œil sur les aspects économiques. Donc l'efficacité énergétique, la sobriété, je crois que tout le monde l'a compris cet hiver. Deuxième solution à aller regarder, quand on regarde la production de chaleur sur les sites industriels, parler de Dunkerque, de Fos, la chaleur c'est la vapeur industrielle pour aller sécher, pour aller faire de l'agroalimentaire, on vous visualisez bien, dans les sites industriels c'est un très gros sujet. 60% de cette production de chaleur est aujourd'hui produite à partir d'énergie fossile. Donc comment on chasse cette énergie fossile, comment on réduit ses émissions de CO2 ? Eh bien aujourd'hui, on sait produire de la chaleur industrielle bas carbone. On substitue les chaudières avec de l'énergie fuel et gaz, avec par exemple de la biomasse. Alors évidemment, il y a un sujet, on pourra en reparler, de priorisation de la biomasse. On a parlé du kérosène bas carbone, etc. Mais on doit pouvoir faire, la forêt est en croissance en France, c'est un sujet à instruire, mais on sait faire des très grosses chaudières à partir de bois énergie, à partir de bois de recyclage, à partir de combustibles solides de récupération. Vous savez, c'est ce qui reste de la poubelle jaune. La poubelle jaune, elle est triée. Il y a du recyclage qui se passe et puis il reste des résidus. On sait les brûler, c'est un fort pouvoir calorifique et c'est aussi une façon de faire de la chaleur bas carbone.
Troisième élément, c'est l'électrification. On en parle beaucoup. On pense que le mix électrique dans l'industrie va doubler. Donc, gros besoin d'électrification. Exemple facile, qui est facile à comprendre, les fours. Quand on a un four à gaz, peut-être que ça vaut le coup de regarder si on ne peut pas mettre un four électrique parce que, en particulier en France, l'électricité est bas carbone et on sait produire de l'électricité bas carbone. D'autres solutions, évidemment l'hydrogène. Alors avec ses couleurs, je vais dire tout simplement de l'hydrogène bas carbone. Évidemment, quand on est dans le groupe EDF, le bas carbone c'est nucléaire, énergie renouvelable. Donc cet hydrogène bas carbone va également accompagner la décarbonation de l'industrie, avec beaucoup de questions qui se posent encore autour de l'hydrogène, sur les infrastructures associées par exemple. Ce sont des sujets qui sont en discussion. Je voudrais aussi parler de ce qu'on appelle l'économie circulaire pour décarboner l'industrie. Chez Dalkia, on sait aller récupérer par exemple de la chaleur qui est perdue. Je vais vous citer un exemple à Charleville-Mézières, Charleville qui a construit un chauffage urbain à 100% énergie renouvelable aujourd'hui. Chauffage urbain, on passe dans la rue, on va substituer des chaudières gaz et fioul des bâtiments. Alors on produit une chaleur renouvelable à partir de bois énergie, mais surtout on va récupérer de la chaleur d'une fonderie, automobile de chez Stellantis, qui fond du carter d'aluminium. Cette chaleur, de toute façon, elle est perdue. On la récupère et on va chauffer les habitants de la ville. On fait ça à Issoire, on fait ça à Dunkerque, sur Arcelor. Donc ça, c'est des sujets qui sont en développement. Il y a un gisement de chaleur fatale extrêmement important. Je pourrais parler également de géothermie, les calories du sol, avec des géothermies profondes, des géothermies de surface, des systèmes de pompe à chaleur qui peuvent être associés à la géothermie et de l'électricité qui permettent de décarboner. Et puis je vais terminer par quelque chose, dans l'économie circulaire, juste aussi, dernière aparté sur l'économie circulaire, tous les systèmes de recyclage des procédés eux-mêmes, parce qu'il faut décarboner les systèmes énergétiques, mais il faut aussi décarboner les process des industriels. Et quand on fabrique du cuivre, de l'aluminium, si je réutilise du cuivre recyclé ou de l'aluminium recyclé, ça fait partie de la solution. Puis dernier point, le tout dernier, parce que j'aime à dire que c'est plutôt pour le CO2 résiduel, eh bien on va aller chercher ce CO2, on va le capter. C'est ce qu'on appelle le CCUS, le Capture Carbon Utility Storage. On va chercher ce CO2, on va construire un certain nombre d'infrastructures, des tuyaux, des pipes, pour aller stocker ce CO2 in fine, parce que ces émissions-là, on ne saura pas les traiter in fine. Et juste pour peut-être introduire le sujet, je termine. Il y aura deux facteurs clés de succès, bien sûr, qui ont déjà été évoqués là aujourd'hui dans les interventions précédentes. Le financement, comment on accompagne, c'est sûr. Et petit clin d'œil aussi sur l'exemple de l'industrie qui se met en Allemagne, parce que peut-être que les pouvoirs publics accompagnent bien en financement, mais qui va chercher de la main-d'œuvre et des compétences en Pologne. Donc le sujet des compétences est aussi un gros sujet. On y reviendra. Merci beaucoup, Sylvie. Goldie Hyder, on n'a jamais parlé autant en Europe ces derniers mois d'une loi américaine, l'Inflation Reduction Act, qui a fait trembler en fait tous les industriels européens à l'automne. Déjà, peut-être, comment le Canada voit cette déclaration de guerre américaine, et puis finalement, comment vous voyez, la réponse canadienne, la réponse européenne, et est-ce que c'est un vrai danger, presque un risque de désindustrialisation pour nos pays ? Tout d'abord, bonjour, merci de m'accueillir. Je suis désolé je ne vais pas partager avec vous mon canadien français, mais bon, merci de m'accueillir ici. On a parlé cadre, je vais parler fait. Donc, en commençant avec le fait le plus évident, le carbone, comme la Covid, ne connaît pas de frontières. Donc, quelle que soit l'action d'un pays, quelle que soit l'action d'une région, c'est pas grave. Simple une observation. Deuxièmement, si on n'aide pas la Chine, on n'aidera pas la Chine à décarboniser. On perd notre temps. Nous sommes responsables pour les émissions en Inde et en Chine parce que nous avons choisi
pour faire les choses que l'on veut, pour qu'il y ait de bonne qualité. Mais donc, ce comportement humain ne va pas se modifier, ne va pas changer. C'est quelque chose qu'il faut prendre autre chose qu'il faut prendre en compte. Donc, ils émettent du carbone parce qu'ils s'en remettent au charbon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu leur donner du gaz et d'autres sources d'énergie de décarbonisation. Donc, on a eu des faux débats pour le nucléaire. Je sais que la France est un pays où on peut en parler, mais les Canadiens sont très fiers du nucléaire. Depuis longtemps, il y avait des problèmes il y a de l'antinucléaire, ce qui est incohérent avec les faits. Toute étude qu'on a vue ou verra, vous n'arriverez pas à zéro net sans un mix nucléaire, et cependant, ou sans du nucléaire dans le mix. Mais il faut que ce narratif soit pris en compte. Néanmoins, le recalage russe est un moment qui permet de faire revenir les faits. Les faits sont que les combustibles fossiles vont continuer à être utilisés. On va continuer à les utiliser pendant au moins 2 ou 3 décennies. Donc ceci est évident. Donc il faut être certain qu'on ait accès à de l'énergie de propre par rapport à des fossiles. C'est une exigence qu'on doit faire. Donc ça veut dire que construire les infrastructures pour que ça arrive sur le marché. C'est difficile pour l'Europe pour avoir du gaz naturel liquéfié parce que GNL, mais vous avez toujours beaucoup de gaz qui vient de Russie, hein. Donc c'est peut-être sucré, mais la vérité c'est qu'en fait vous avez du gaz qui vient de Russie et on peut vous aider à décarboner. Mais maintenant il est important pour nous de voir comment on va s'aider les uns les autres. Mais on ne peut pas le faire sur... Ceci a été mentionné dans cette conférence, c'est un thème universel, et je pense que ce sont les conséquences du déclin de la démocratie. Il y a moins de démocratie dans le monde aujourd'hui qu'il y en avait il y a 25 ans. Donc si on a le meilleur système, on utilise... Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour créer un environnement dans lequel on est agnostique à l'idéologie, agnostique aux nationalités, et qui va remplacer... où il y a une meilleure politique publique, où il y a plus de confiance, plus de stabilité, plus de prédictibilité pour être déployé, pour réaliser dans ce déploiement. Si on n'arrive pas à régler les problèmes de démocratie, si on continue à attaquer les institutions publiques, donc si on a un environnement politique qui n'est plus basé sur le bon sens, certainement ça ne va pas être basé sur le leadership, mais plutôt sur les suiveurs. Et si le noir devient le blanc après chaque élection, comment est-ce que le monde des affaires est supposé investir avec une vision à long terme et une confiance à long terme, donc à savoir que le capital sera bienvenu, déployé et qu'éventuellement ceci peut être réalisé. Si on ne règle pas ce problème, on ne va pas pouvoir entrer sur ce terrain. Donc, que font les Américains à ce niveau-là? Bon, ils ont créé l'IRA. Un nom bizarre, mais l'IRA, c'est une politique industrielle et une chose... vous savez, les Américains ne sont jamais choqués. Si elle fait quelque chose, elle y va à fond la caisse. Et donc le problème, c'est que lorsque l'on parle des choses comme friendshoring ou nearshoring, vous savez, c'est ce qui a été fait en Amérique et ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est pas de l'America shoring. Et pour beaucoup, c'est ce que ça représente. La réponse européenne doit être en concurrence avec le mouvement agressif américain. Bravo à eux, mais nous, on n'a pas la devise mondiale. Donc, les subventions vont vous conduire à un certain niveau, mais peu importe les déficits, les dettes que ça va créer. Et ensuite, on doit faire un meilleur travail de coordonner les politiques industrielles de façon on ne fasse pas tous la même chose. On ne va pas faire des conteneurs d'un seul endroit du monde et où il faut avoir accès à des choses clés qui vont être nécessaires lorsque l'on avance. Mais est-ce que le consommateur s'inquiète de savoir où sont faits les téléphones, mais donc ce que le consommateur vend, c'est d'abord les meilleurs produits au prix les moins chers. Et je ne faut pas y penser que la nature humaine ou les comportements humains vont évoluer. Et si vous ne me croyez pas, allez voir en Allemagne. Lorsque l'Allemagne est passée trop vite sur les renouvelables, ils n'ont pas apporté
conduit le public avec eux. Et donc, le public a commencé à voir que le prix du gaz naturel a impacté par Russe avec une 500% d'augmentation dans leur coût des utilités. Et ils ont dit, bon, très bien, d'accord, je peux pas me le permettre. Donc, qu'est-ce que l'Allemagne a fait? Elle a lancé les centrales à charbon. Donc, il faut être certain qu'on va amener le public avec nous lorsqu'on est dans cette direction, parce que le populisme est notre grosse menace aujourd'hui de la gauche et de la droite. Les deux côtés mettent de la polarisation sur le théâtre international, alors que le centre est perdu. Il n'y a même plus une voix du centre. La plupart des choix dans les démocraties sont noirs, c'est manichéen, noir ou blanc, alors que la grande majorité des gens sont dans le gris. Nous sommes le milieu radical. Nous sommes progressifs sur les questions sociales, nous sommes conservatifs sur un plan fiscal, mais ça, c'est vraiment la nature de la personnalité, de la nature humaine. Mais ils n'ont plus ils n'ont plus le droit à la parole dans le système. Ce que je veux dire dans les politiques industrielles, et c'est un autre fait, beaucoup d'organisations se sont engagées pour un net zéro à 2015, mais c'est 50, pardon. Mais si ils leur demandent aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils peuvent retraiter 25%, 30%, 50%. Oui, allez, on va trouver un système. Mais la grande majorité des spécialistes avec qui je parle, on m'a obligé à me signer cet engagement. Donc, personne ne me dit comment je vais devoir le faire. Je vais essayer d'y arriver. Mais ce qui veut dire qu'on va tous s'en remettre fortement sur l'innovation. Et cette innovation, beaucoup est guidée par les Canadiens. Je suis très fier de notre industrie qui pilote les changements dans les CCUS. On a près des milliards de dollars pour faire de la capture du carbone. Capturer du carbone, il y a un coût. La capture carbone, le piégeage carbone, il y a un coût. Il n'y a pas de valeur pour le carbone. Donc quelle est en fait la réponse sociétale par rapport à ce que peut faire l'industrie? Donc c'est ça qui va être important. Nous allons devoir faire beaucoup de travail avec le nucléaire, plus même les petits réacteurs, des petits réacteurs qui peuvent être utiles. L'hydrogène, bien sûr, est en discussion actuellement sur la façon dont elle va être utilisée ou pas. C'est compliqué, c'est coûteux et c'est très difficile à transporter. On va voir tout ça, comment tout ça se met en place, mais je ne pense pas que les choses que je viens de mentionner sont imminentes. Et ça, c'est l'autre fait sur lequel je vais clore. On peut bien sûr réfléchir aux faits, mais les choses ne vont pas être demain matin. On sait qui va les faire, on sait que ça va prendre du temps, et donc on doit être certain que l'on crée les conditions pour jouer les jeux à long terme et pas des jeux à court terme. Merci. Donc Goldy Hyder vient de nous parler en fait de l'AIRA et même jusqu'à ses conséquences politiques. En fait, moi, je voudrais vous entendre tous les quatre sur la réponse européenne à l'AIRA américain. Est-ce que, alors, il y a le pacte vert, il y a le net zero emission, il y a beaucoup de fonds qui sont sur la table. On a l'impression même qu'il y en a un peu dans tous les sens. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est bien calibrée? Est-ce qu'elle permet de conserver une compétitivité ou en tout cas de répondre suffisamment à ce qui est fait ailleurs aux États-Unis, mais aussi pourquoi pas en Chine? Commençons par vous, Guillaume Faury, puis après je voudrais vous entendre tous les quatre sur ce point-là. Oui, d'abord, je trouve que ce qui a été dit par Goldy est extrêmement inspirant et très vrai aussi. Créer les conditions du long terme, ça c'est absolument essentiel parce que cette transformation, elle est très très profonde et elle va prendre du temps. Mais quand on joue le long game, quand on joue le temps long, il faut avoir une perspective long terme, mais il faut aussi aller vite sur trajectoire. Et pour répondre à la question sur IRA, il y a une expression que j'aime bien, c'est ce qui est simple est faux, mais ce qui ne l'est pas est inutilisable ou inexploitable. L'IRA, c'est un peu simpliste, mais c'est extrêmement puissant. Et on voit les investissements aller très très rapidement vers l'utilisation des subventions IRA. Et on a vu les États-Unis, qui étaient très en retard sur la décarbonation, prendre une vitesse d'accélération dans le domaine qui est absolument spectaculaire. Est-ce que la réponse européenne est à la hauteur de IRA ? Allez, si je veux être optimiste, je dis on ne sait pas encore. Si je veux être pessimiste, je dis c'est tellement un patchwork de petites solutions complexes, parfois contradictoires les unes des autres, et qui laissent la place à des solutions différentes par pays,
que je ne suis pas très optimiste. Ce n'est pas que l'intention n'est pas là, c'est que la complexité du système qui est mis en place risque de tomber dans ce qui est simple est faux, mais ce qui ne l'est pas est inexploitable. Donc je suis très préoccupé de l'efficacité de la réponse européenne et qui reflète en fait, je pense, la difficulté qu'on a à se mettre d'accord entre nous, ça a été dit de façon différente à plusieurs reprises ici, entre Européens pour avoir quelque chose de simple et d'efficace. Et pour que les investissements arrivent, se déploient, pour que le capital se déploie et qu'on retrouve les fruits de ces investissements, il faut absolument un terrain de jeu unique et de la vision sur le long terme. Aujourd'hui, en Europe, on en manque cruellement. Merci, Eugène. Pareil, c'est plus la vision que l'argent. C'est plus la normalisation commune que l'argent, parce que quand vous voyez les IRA, les 360 milliards de dollars, quelques mois avant IRA, les industriels européens étaient alors là effrayés par les Allemands qui ont osé mettre 200 milliards d'euros dans l'aide aux entreprises allemandes après la crise énergétique. Donc c'est déjà plus que la moitié des IRA. Ça veut dire que si on additionne tout ce qui est fait dans les 27 pays, on couvre facilement. Donc ce qui se fait aux États-Unis. Donc ça prouve encore une fois, c'est pas une question de moyens, on les a. C'est pas une question de marché, on l'a. C'est 500 millions d'Européens. La seule question, c'est qu'aujourd'hui c'est désordonné. Et cet effort, il faut voir comment soit l'Europe, elle soit quelque part ensemble, soit elle n'existera pas. Donc soit on investit tout de suite dans les nouveaux fuels pour les nouveaux avions, ou investissons tout simplement dans l'amélioration de nos monuments historiques pour que les riches américains, les riches asiatiques puissent venir nous visiter. Donc tout de suite politique commune. Donc, discussion sur les normes communes. Un petit exemple, on parlait beaucoup de nucléaire aujourd'hui. Suède est un pays qui a toujours du nucléaire. Sauf que Suède a une loi explicite qui interdit de faire de la recherche de l'uranium sur leur territoire, parce qu'ils adorent les montagnes propres et ils n'aiment pas qu'on coupe un petit arbre suédois en cherchant de l'uranium. C'est la folie, là, avec des régulations de ce type-là par pays. Et avec des dépenses par pays, on n'arrivera jamais. On pourra faire 100 conférences à Aix sur à quel point on est en retard par rapport aux Américains, et demain par rapport aux Indiens. Soit on fait des choses ensemble, soit on n'arrivera jamais. Merci. Merci. Xavier Piégé, la réponse européenne, est-ce qu'elle passe aussi par, évidemment, les spécialistes appellent le market design, le fonctionnement du marché européen de l'énergie? Oui, alors le monde de la neutralité carbone, c'est deux grandes sources d'énergie. La première, c'est le monde de la biomasse et de la récupération. Tu en as parlé. Le reste, c'est l'électricité qui demain va être majoritaire. Je dirais que c'est en cours, mais c'est pas du tout fini. Il y a une réforme en ce moment du marché européen de l'électricité et on n'est pas complètement d'accord encore, il faut le dire. Entre pays, il faut, à mon sens, qu'on poursuive deux objectifs pour la réforme de ce marché en Europe. Déjà, il faut qu'on offre aux industriels des prix de l'électricité stables sur le long terme, parce qu'en fait, il faut qu'ils investissent. Et donc, ils ont besoin de voir loin pour que leurs investissements soient rentables. Donc, c'est une première chose, c'est la stabilité. Puis, bien évidemment, il y a la question du prix. Le fait que l'électricité, et on l'a vu pendant la crise, soit historiquement strictement indexée sur le prix du gaz sans beaucoup de régulation possible, c'est un problème. Donc il faut qu'on trouve un dispositif qui tire les prix vers les coûts totaux de production. Et ça, c'est un gros enjeu. Donc il y a cette réforme de structuration de ce marché, c'est en cours. Et il y a aussi réformer un certain nombre de réflexes sur la production. On a dit qu'on allait consommer plus d'électricité demain, donc il faut qu'on en produise plus. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on se confronte à des sujets comme la politique sur les aides d'État. C'est en train de s'assouplir, mais on n'est pas du tout au bout du chemin. Ce qui est intéressant, c'est dans cette décarbonation des industriels qu'on se confronte à nos vrais problèmes et à nos vrais principes historiques pour qu'on offre à des gens comme Guillaume un cadre stable d'investissement long terme. Prendre un exemple, si l'aviation utilise demain du e-fuel issu de l'hydrogène, qui elle-même est produite par électrolyse, donc il faut de l'électricité,
il faut qu'on offre au secteur de l'aviation des e-fuels qui ne soient pas exorbitants, et ça passe par des conditions de production d'électricité qui sont décarbonées et bien évidemment pas chères. Dernier élément, tout ça, ça passe par des infrastructures, parce que toute cette électricité de demain, il faut la produire, d'accord, il faut la consommer, d'accord. Entre les deux, il faut des infrastructures et notamment du réseau. Et quand même, je dois dire que dans les premiers travaux européens, il n'y avait rien sur les réseaux. Or, demain, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'investissements. Alors, on a corrigé le tir. Il y aura une sorte de grande table ronde au mois de septembre avec Ursula von der Leyen sur les réseaux. Mais ça illustre qu'on n'a pas encore réussi à prendre le problème globalement. Moi, je veux être un peu feel good. Il y a quand même des briques, et en se battant, on arrive à poser la question du fonctionnement du marché, on arrive à poser la question des aides d'État, on arrive à poser la question du grid et de l'infrastructure. On est en bonne voie, on n'a pas su encore produire une réponse globale. Moi, je suis optimiste, je pense qu'elle arrive. Alors, une réponse Sylvie et Goldie, et après on prendra des questions parce que je suis persuadée qu'il y en a plein. Très rapidement, et en complément, moi je veux vraiment avoir une note d'optimisme, parce que si j'écoute mes équipes, ils me disent mais on n'a jamais été dans un tourbillon qui est celui-ci. Ça veut dire qu'il y a des appels à projets, il y a des demandes de nos clients, il y a de l'action sur le terrain, et ça s'accélère vraiment. Et dans tous les pays où on est, que ce soit au Moyen-Orient, en Pologne, en Angleterre, on est aux États-Unis, donc ça bouge. En France, il y a des appels à projets réguliers, par exemple pour changer les chaudières fioul et gaz dont je parlais tout à l'heure, réguliers. Donc les projets sont là, il y a des aides, France 2030, plus d'1 milliard, 5,6 milliards sur la décarbonation de l'industrie dans France 2030, plus de 7 milliards sur l'hydrogène. Donc voilà, c'est pas assez, on le sait, il faudra aller plus loin, mais ça s'accélère et le mouvement est en train de se prendre. Donc moi, il faut aussi regarder la bouteille à moitié pleine. Goldie, ailleurs, vous vouliez rajouter 1 ou 2 points? Simplement, je voulais vous dire 2 choses qui doivent être réconciliées, 2 vues qui doivent être réconciliées. D'abord, le fait que la taxe carbone n'est pas une application. C'est avec problème. Donc, c'est compliqué d'un point de vue environnemental lorsqu'on a différentes réponses de quelque chose qui est aussi basique que les régulations du marché. La communauté commerciale du marché, industrielle du marché, a accepté la taxe carbone en 2008, et malgré la pression de différents partis, nous on a maintenu, parce que c'est certainement le meilleur mécanisme d'un point de vue marché de pouvoir. Mais la deuxième chose que nous devons examiner plus globalement, et ça concerne le cadre, c'est encore une fois, les crises ne respectent pas les frontières. Si un pays comme le Canada a beaucoup de gaz naturel liquéfié et il y a une grosse demande, nous discutons dans notre pays pour savoir si on va exporter ce GNL qui va avoir comme résultat d'augmenter les émissions du Canada, et donc bien sûr nous n'allons pas atteindre nos cibles. Mais si on peut mettre ce GNL sur le marché au Japon, la Corée, l'Inde et ailleurs, à ce moment-là, les émissions globales mondiales seront réduites. On recevra aucun crédit pour ça. Donc, on sait, pour l'instant, on redistribue une partie du GNL, pas tout, mais le débat dans le pays, c'est vraiment un faux débat pour moi. Si vous êtes un environnementaliste et vous pensez qu'il faudrait réfléchir au changement climatique comme nous le faisons, l'objectif devrait être de réduire les émissions globales. Vous ne devez pas être puni si vos émissions augmentent ou doivent augmenter pour faire tomber les émissions mondiales. Selon moi, c'était ça l'objectif. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Levez la main. Allez-y, madame. Il y a un micro qui... Bonjour, merci pour vos présentations. J'ai 2 questions. La première pour Monsieur Canada. Le Canada est reconnu pour sa politique d'efficience énergétique spécifique. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ce sujet? Et la deuxième question concerne tous, et Dalkia en particulier. Quel est le rôle du digital dans votre politique de décarbonation? Merci.
Comme je l'ai dit, je suis fier de dire que la communauté, le secteur d'énergie au Canada particulièrement, il y a longtemps, s'est engagé vers la transition bien avant. On a défini des objectifs, mais on est piloté par les faits. Et en fait, les faits, c'est qu'il y a des demandes et qui vont continuer pour le pétrole et le gaz. Et même en Norvège, qui a gagné son fonds souverain sur le pétrole, revient maintenant, après avoir dit à tout le monde de ne pas le faire, et est en train de relancer des plateformes de forage en mer, parce que les faits, comme je l'ai dit, sont ce qu'ils sont. Il y a une demande croissante avec la croissance de la population mondiale, et certainement les croissances des classes mondiales en marché asiatique et pacifique. Nous allons devoir être certains pouvoir répondre à ces demandes dans l'environnement les plus amicaux, pour répondre donc le secteur à la RSE. Le secteur de l'énergie canadienne, c'est de faire les choses bien, c'est bon pour le marché. On a une obligation d'aller vers des politiques que les gouvernements ont mis en place pour arriver aux objectifs de 2030 et 2050. Mais ces chiffres, ces objectifs sont, bien sûr, très peu de pays vont répondre à leurs objectifs. On ne va pas répondre à ce qui va arriver à Copenhague et autres jours dans les COP, parce que on définit des objectifs sans savoir comment on va y arriver. Je voudrais simplement répéter, le rôle de l'innovation va être central dans ce domaine. Le piégeage carbone, pour le déplacer, le stocker, on ne peut pas le stocker n'importe où. Il y a des endroits où on peut le stocker. Ça, c'est important. Donc l'hydrogène, les petits réacteurs nucléaires. Donc l'hydrogène, faut le congeler à moins 200 degrés sur un port pour un bateau. Il faut l'exporter, le recevoir, etc. C'est plus industriel, c'est pas très... Donc ce sont des choses que le comité industriel du Canada comprend, on y travaille, et on aimerait avoir une politique globale plus cohérente qui nous aiderait à aider les autres pays à décarboner, même si ceci pourrait affecter nos cibles. Ça a montré le numérique du doigt, le pointer du doigt en disant les émissions de CO2 du numérique, c'est 6%. C'est vrai, mais le numérique, c'est des data centers, c'est électrique. Donc l'électricité va se décarboner, le numérique va se décarboner. Et en plus, petit clin d'œil, on sait récupérer la chaleur des data centers pour aller chauffer aussi des habitants. Mais au-delà de ça, je suis vraiment convaincue que ça fait partie de la solution pour deux raisons. On utilisera le numérique pour traiter les datas de consommation, toutes les données de consommation de nos clients et industriels, évidemment, y compris pour aller faire des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique. Premier grand axe. Deuxième grand axe, on va gérer des écosystèmes énergétiques demain. Je vous ai listé des solutions, mais souvent sur un site, dans une ville, il y aura un peu l'ensemble des solutions, y compris des systèmes de stockage. Et donc, il faudra manager les énergies pour qu'au bon moment, on consomme le moins possible et le mieux possible, c'est-à-dire le plus bas carbone possible. Et ça, on le fera avec des systèmes numériques. Merci. Une autre question? Alors... il y en a une tout au fond. Oui, bonjour. Virgile Montambeau, ingénieur génie physicien, président d'une association climat. J'aimerais juste qu'on se pose la question, déjà je vous pose la question, mais qu'on puisse tous se poser la question de l'hydrogène et des besoins en ressources qu'on va avoir autour de ça, que ça soit sur la production de terres rares, etc., mais également des ressources en eau. C'est une question qui se pose très peu, alors qu'en fait on arrive dans des périodes où ça va être de plus en plus compliqué d'avoir accès à l'eau. Je pense qu'on va plutôt prioriser sur l'accès à l'eau pour nos agriculteurs avant de se dire qu'on va faire de l'hydrogène pour faire voler des avions, et aussi potentiellement en mettre un petit peu pour nos industries qui ont besoin de températures très élevées comme la sidérurgie. Ok, merci. Qui répond sur l'hydrogène et le problème de l'eau? Xavier? Alors, chaque pays envisage une stratégie assez différente pour son hydrogène. Ce qu'on peut retenir, c'est que le premier usage de l'hydrogène qu'on voit, c'est de se passer du vaporéformage. Donc en fait, c'est de remplacer l'hydrogène qu'on utilise pour l'industrie. Donc ça, c'est ce qui va probablement être prioritaire. C'est là qu'il y a le premier espace économique.
Et puis après, ça viendra soit être utilisé pour des moyens de stockage d'électricité, soit de la mobilité. Vous avez raison de dire qu'il y a des sujets de ressources en eau dans les barrages, sur les rivières, sur les fleuves en France. Bon, enfin, il y a quand même l'océan. Alors, aujourd'hui, les plus gros futurs producteurs d'hydrogène, ils se mettent plutôt donc au bord de la mer, c'est plutôt très sain. Alors certes, il faut dessaler l'eau, certes, il faut de l'eau très pure, mais enfin, on est dans une forme d'urgence qui fait que il me paraît raisonnable, déjà pour décarboner l'industrie et pour se substituer à l'hydrogène issu du pétrole aujourd'hui, d'électrolyser l'eau. Et il y a une ressource qui n'est certes pas infinie, mais qui est quand même très importante, c'est l'eau des océans. C'est 71% de la surface du globe. Commençons par ça. Ne multiplions pas les difficultés pour dire qu'on n'y arrivera pas. On s'est fixé des jalons très ambitieux, 2030, 2035, 2050. L'hydrogène a une place, c'est sûr. Vous avez raison, ne le gâchons pas. Merci. Je sais qu'il y a d'autres questions, je suis désolée, mais peut-être que vous pourrez juste les poser juste après la table ronde. Je sais que nos intervenants vont sans doute rester quelques minutes là. Je voudrais juste donner le mot de la fin à Lionel et merci d'avance à vous cinq. C'était vraiment très intéressant. Merci, c'était passionnant. Et le mot de la fin. Alors, le mot de la fin sera juste 2 ou 3 phrases, puisque le compteur est déjà à 0, donc il faut respecter les autres sessions et l'organisation de ce bel événement. Le premier point, c'est une dimension tout à fait microéconomique du débat. On a beaucoup parlé de sobriété. Et vous avez vu que le cercle la met en œuvre, puisqu'on a remplacé la climatisation de l'amphithéâtre de la faculté par un éventail qui vous a été distribué à chacune et chacun. C'est un bel exemple de sobriété. Donc, je pense que il a été dit beaucoup de choses. Mais en tant qu'économiste, ce que je retiens de cette session très intéressante, c'est qu'on fait face à un problème dynamique. C'est-à-dire comment gère-t-on l'urgence d'agir avec la nécessité d'avoir une perspective de long terme. C'est un problème économique classique qui n'est pas facile. Et les économistes ont la faiblesse de penser que ce qui peut aider à résoudre ce problème dynamique, c'est d'avoir des prix, d'avoir une visibilité sur des prix, pas sur des prix absolus, mais sur les prix relatifs de l'énergie carbonée par rapport à l'énergie non carbonée. Et donc, ce dont on a absolument besoin, et ça a été dit sur cette table, c'est d'avoir une visibilité sur à l'horizon 2030-2040 de ces prix relatifs entre l'énergie carbonée et l'énergie non carbonée. C'est vrai pour les industries en Pologne, c'est vrai pour Airbus qui fabrique des avions, et ce qui est important, c'est de savoir avec quel carburant ils vont voler. Donc c'est vraiment ça qui est au cœur du sujet. On a besoin d'énergie, mais on a besoin aussi de savoir quel va être le prix relatif de l'énergie carbonée versus non carbonée. Et les économistes pensent, et je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'est quelque chose, un message qui n'est pas toujours entendu, que le prix, le signal prix est vraiment quelque chose d'important, même s'il y a d'autres, évidemment, politiques publiques qui peuvent être utilisées. Mais enfin, avancer sur ce sujet, comme on a commencé à le faire en Europe, comme les Canadiens l'ont fait en même temps que l'Europe et beaucoup d'autres pays. Il y a une 60aine de pays au niveau mondial aujourd'hui qui ont un prix du carbone, d'une façon ou d'une autre. Eh bien, c'est une bonne façon, du point de vue des économistes, d'adresser, excusez-moi de parler un mauvais français, d'adresser ce problème dynamique qui consiste à dire il faut agir très vite, maintenant, mais en ayant une perspective de long terme. Je vous remercie.